Ça roule? Ça roule. Ça roule. Hey, bienvenue à un autre épisode de Répète pas ça. Salut Salut Guillaume. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Ça va bien, merci. Patrice, Bonjour. enchanté. Enchanté. T'es notre premier non-humoriste. Salut. Ça, je suis très heureux d'apprendre ça. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ça va faire du bien à beaucoup de gens au Québec. Ah, on n'était plus capable. Ça va faire du bien à beaucoup de gens. Guillaume, si tu veux, on va starter ça. Absolument. On perdra pas de temps, mon chum. On était bien content de t'accueillir. On se connaît pas encore, hein, personnellement. Et là, c'est comme il y a plusieurs heures possibles là, qu'on est en train de faire. La première heure, quand on reçoit des invités, ben c'est comme il faut connecter un petit peu, faut se connaître, faut savoir d'où tu viens, t'es qui, tout ça. Ouais. Je te starterai ça, je pense pas que tu vas être difficile à starter avec une première question. Qu'est-ce que les gens devraient savoir sur toi, mettons? Mon numéro d'assurance sociale. Bon, OK. Donc là, ça va être indiqué dans le bas de l'écran. Ça, moi, à chaque fois que je me présente à quelqu'un, je commence par donner mon numéro d'assurance sociale. Puis étonnamment, ça donne le ton. Oui. Oui, absolument. Puis, mais les gens là, qui ne te connaissent pas, là, comme toi, tu as le goût de te présenter comment? Là, parce que c'est sûr que tu es une figure publique. Là, c'est comme, mais à part ça, là... Mon Dieu, j'ai le goût, comme dans le bon vieux temps, l'authenticité, autour d'un foyer, d'une bonne pipe, et de... Tu parlais de donner le ton. et de les mettre d'autrefois. Non, mais j'aime beaucoup l'authenticité, la clarté. J'aime beaucoup rencontrer le monde, honnêtement. Ouais. Je rencontre beaucoup de gens, évidemment, dans mon milieu de travail, mais aussi beaucoup de gens du public, des nouvelles connaissances, des nouveaux collaborateurs. Oui. J'adore rencontrer de nouvelles personnes. Je trouve que ça fait du bien. L'inconnu fait du bien. Ah bon? Quand on reste dans le connu, à un moment donné, on capote. Je vais vous raconter ça, comment j'ai vécu ça. Mais c'est pas la vie de tout le monde. Hein. La plupart des gens disent « Ouais, mais l'inconnu, justement, c'est ça qu'on aime moins. » Fait que tu sembles avoir un discours qui contraste, justement, avec qu'est-ce qu'on... La plupart des gens vivent ou conçoivent les choses. Là. J'ai vécu des troubles anxieux majeurs. Là, je saute peut-être trop vite dans le cadre du sujet, mais en tout cas... Vas-y comme tu veux. Non, c'est bien correct. Puis ma synthèse, après tant d'années comment dire, d'épreuves, puis de chaos, puis là, maintenant, je suis beaucoup plus dans la synthèse, c'est que les troubles de l'anxiété viennent d'un conflit entre le désir qu'on a de se déployer, puis d'aller dans l'inconnu, puis de voyager, puis d'explorer. Comme tout enfant, un enfant, c'est curieux, puis tout ça. Je dirais même comme les animaux. Et puis en même temps, le conditionnement qui fait en sorte qu'on reste dans le connu, puis dans le conditionnement pour essayer de fitter, puis d'être dans la norme, puis d'être comme tout le monde pour être aimé. Ça, c'est épouvantable, c'est une prison. Fait que moi, je dis, l'avenue à privilégier, c'est l'inconnu carrément. Arrêtez de faire toujours les mêmes affaires, de voir le même monde tout le temps, systématiquement. Dès qu'il y a un système, dès que c'est systématique, c'est une prison que tu t'organises. Tu n'en es pas toujours conscient, mais si tu veux te déployer puis avoir du fun dans la vie, va vers l'inconnu, va vers ce qui te dérange, puis essaie des affaires que tu n'oserais pas faire aussi des fois, puis tu vas découvrir des choses insoupçonnées. Puis tu vas grandir, parce que c'est ça le principe de la vie, grandir. Les gens l'oublient beaucoup, n'est-ce pas, à la maison? OK. Bon, mais là, je veux dire, là, je suis trop... Non, mais c'est parfait, là. Je veux dire, là, la table est mise, là. C'est comme, là, tu sembles avoir, vécu plein d'affaires, réfléchi à ça. Qu'est-ce que tu conçois un peu une philosophie du bonheur, à quelque part, puis de l'équilibre. Bien, de l'équilibre. Bon, c'est ça, tu vas nous en parler. D'où tu viens, c'est comme, là, t'es comédien, c'est comme juste nous mettre la table, là. C'est comme, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui, là, globalement, là, l'historique? Je suis né le 8 avril 1961, j'ai bientôt 57 ans, à Québec, de parents français qui ont immigré ici au Québec en 1957 parce qu'il y avait, du côté de ma mère, beaucoup d'intrusions. Mes grands-parents maternels étaient des gens bourgeois, des gens d'affaires, mais il y avait beaucoup d'intrusions dans la vie privée de mes parents. C'était le lendemain de la guerre, la reconstruction. Il y avait peu de logements à l'époque. Alors, ils vivaient au-dessus de mes grands-parents maternels et à chaque fois que ma mère tombait enceinte, eh bien, ils s'immisçaient dans leur vie privée. Mais mes parents voulaient faire leur vie, évidemment. Fait qu'ils ont décidé de quitter la France parce que mes grands-parents maternels avaient trop de réseau d'influence. Et c'était soit l'Australie ou le Canada. Ils sont venus ici avec ma sœur aînée et mes deux frères. Et moi, je les attendais de ce côté-ci de l'Atlantique. Et donc, je suis né à Québec. J'ai donc la double citoyenneté. Ça a un peu conditionné aussi. Comment dire? Mon regard sur la vie et l'existence, c'est beaucoup sous l'angle du chiffre de deux cultures. Française et québécoise. J'ai eu des blondes, mais je suis gay aussi. Alors, tout ce qui est dualité, expérimenter différentes affaires, essayer de les combiner, de converger, ce qui semble
en apparence irréconciliables ou étrangement. Comment est-ce qu'on peut associer deux choses en apparence qui sont en conflit? Okay. Et puis, j'ai consacré ma vie à essayer de trouver un équilibre à travers ça. Donc, le point de jonction, si tu veux, le point zéro, ou ce qui relie, faire le pont entre deux affaires en apparence qui sont opposées. Et c'est-tu la notion d'équilibre dont tu oui, parles? parce que, okay. oui, exactement. Okay. L'équilibre, pour si on va au Cercle du Soleil ou si on regarde les funambules et tout ça, à force de chuter, ils se relèvent et finissent par développer une expertise puis un équilibre entre entre les pôles. Finalement, quand ton point d'appui est trop à l'extérieur, tu finis par chuter. Ouais. Mais à force de chuter, tu te consacres à te relever jusqu'à ce temps que tu sois dans la maîtrise. Donc, la maîtrise, tu te mets à danser avec les déséquilibres jusqu'à trouver l'équilibre. Entre l'axe vertical, latéral et horizontal. Quand tu es centré, quand tu es au centre des trois axes, tu es en équilibre. Tu es au centre, tu es centré, tu es groundé. Beaucoup de gens vivent dans des points d'appui extérieurs, sont dans le passé, ils anticipent l'avenir ou ils regrettent le passé, sont au casino, dans le magasinage, l'alcool, la drogue, je sais pas quoi, ma tante, mon oncle, le chum, la cruise. C'est correct, là, tout ça, mais à un moment donné, quand tu es constamment en appui extérieur, tu vas chuter puis tu vas être en dépendance, en réaction aussi. Puis, t'es pas libre. Donc, t'es pas en équilibre. T'es pas libre, t'es aliéné. Et tu cherches beaucoup le contrôle plutôt que la maîtrise. Parce que le contrôle, c'est de chercher à contrôler ton environnement plutôt que d'être centré sur focaliser tes pensées, puis tout ça, puis être un être qui explore puis qui est autonome. Ça se fait pas en criant ciseaux. Moi, j'étais extrêmement dépendant. Ma nature est dépendante. J'étais aliéné, j'étais beaucoup dans le contrôle, tout ça. Puis j'ai appris avec les épreuves à cultiver la maîtrise. Puis je me consacre à ça. OK. Bon, là, il y a quand même une couple de notions que tu as gorochées de même qui sont toutes intéressantes. OK? Mais moi, je vais être sûr de ne pas faire semblant que je comprends des affaires que je n'ai pas tout à fait compris. OK? Quand tu dis, là, je comprends là, ta notion de comme des choses que... La dualité, hein? Tu parles de cette dualité-là. Tantôt, tu disais la polarité. Est-ce que c'est un peu ça? Polarité, dualité, Parfait. division. OK. Est-ce que tu veux dire que toi, tu sens que tu as ces deux volets-là dans toi que tu essaies de réconcilier ou c'est quelque chose que tu recherches, ces deux polarités-là, de vivre ces deux extrêmes-là? Elles sont partout. La polarité, on voit le mot police, l'étymologie du mot police. Pôle, politique. On vit dans un monde de polarité, de division. Tu ouvres la radio, tu regardes le cinéma, tu regardes la culture. Toute la culture sur cette terre est conditionnée par le bien, le mal, le diable, l'ange, Dieu, le diable, gay, straight, noir, blanc. On est constamment en opposition. On vit dans un monde d'opposition, puis il faut choisir son camp. Pour moi, c'est un des plus grands pièges de l'existence, parce que pour moi, c'est de concilier, c'est-à-dire d'avoir une vue beaucoup plus globale, synthétique, une synthèse, d'intégrer, plutôt que d'être en lutte contre quelque chose, en guerre, où tu fais juste être dans un système systématiquement de lutte ou d'opposition. Si tu intègres ta part d'ombre, si tu admets ta part d'ombre, il n'y en a plus de problème. Mais le problème, c'est que les gens sont constamment dans l'image « je suis positif ». Je suis positif, ça veut strictement rien dire être positif. Ça veut dire quoi être positif? Ça veut dire que tu es dans un des deux pôles. Ça veut dire que la partie négative, tu la caches. Tu regardes le monde de la politique. Là, moi, je suis chef de je sais pas quel parti politique. J'ai 100%, l'opposition à 0. C'est quoi ce discours-là? C'est donc bien de la merde. Excusez, c'est de la merde parce que ça veut strictement rien dire. Tu peux pas avoir 100% puis l'autre 0, ça veut rien dire. L'autre a des bons coups, tu peux avoir des bons coups, tu peux avoir des failles, tu peux avoir des zones d'ombre, de déséquilibre, puis l'autre également. Fait que si, au lieu d'être en opposition, on était dans une collaboration ou dans une curiosité, on peut... De toute situation, tu vas aller chercher une expérience ou une information qui va te faire grandir, qui va te confronter, mais qui va te permettre de découvrir des aspects de toi-même qui sont occultés parce qu'on cache tout, parce qu'on est dans le maquillage, le vernis. Fait que moi, je suis correct, là. Je suis lifté jusqu'à 100 ans. Voyons donc, Caroline, qu'est-ce que c'est ça? Quand je regarde Hollywood, là, les tapis rouges, c'est ça l'équilibre, c'est ça la joie. J'y crois pas. Je suis dans ce milieu-là. J'ai rien contre le fait d'être en santé, d'être bien, tout ça. Mais pas se laisser piéger par la polarité.
Fin de la phrase. OK, mais ça, je veux dire, c'est là-dessus là, que j'aimerais qu'on élabore, Ouais. justement, qu'on met ça. Je veux dire, je pense que ça serait pas compliqué de parler 10 heures d'affilée. Moi, c'est le genre de sujet que j'aime bien. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est comme toi, là, t'en es venu... Là, ça a l'air d'être très clair pour toi, mais... Oui. Explique-moi d'où ça vient, cette affaire-là. Oui. Je veux dire, là, intéressons-nous à comment ça s'est matérialisé événement par événement là-dedans. Puis qu'est-ce que tu as découvert? Comment tu t'es relevé de ça? Comment ça s'est construit, cette vision-là des choses? Puis ça va nous mener jusqu'à 1h15, mais peu importe. Ben écoutez, s'il y en a qui font de l'insomnie, vous allez être servis parce que ça... ça va, c'est fort. Fait que là, toi, vous êtes 4 enfants. 4 enfants. Je suis je suis le dernier. OK. En fait, on aurait pu être 5 parce que j'ai un frère qui m'a précédé, qui est né, que j'ai pas connu évidemment, il était avant moi. Et il est mort à 6 mois il y avait une épidémie de varicelle à Québec en 1958. Okay. Il est décédé à l'âge de 6 mois. C'était une catastrophe, évidemment, dans la famille. Mes parents ont perdu cet enfant. C'était le premier? C'était l'enfant qui me précédait. Ah, il y a eu ma soeur qui est l'aîné, un frère, celui-là qui est mort. Parfait, et moi, j'ai suivi. Merci. Donc, quand je suis né, il y avait un fossé d'âge. Parce que ma soeur et mes 2 frères sont assez proches. Et ensuite, lui, qui est décédé, a laissé un trou. Oui. Moi, je suis né. Okay. Quand ma mère m'a porté, elle me l'a dit ensuite, elle a eu une période de rejet, c'est-à-dire de non-attachement, parce qu'elle avait peur de me perdre. Et je l'ai ressenti. Fort probablement, parce qu'elle s'est détachée. Elle avait peur que moi-même, je parte. C'est elle qui te l'a dit, ça? Elle me l'a dit. OK. De toute façon, je n'étais pas étonné. Okay. Ce qui fait que j'ai passé mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours eu cette impression, non seulement qu'il y a un fossé, mais que je devais rattraper un retard. Quand j'étais enfant, ma soeur et mes frères étaient adolescents, et quand j'étais adolescent, ils étaient partis de la maison. Ouais. Donc, j'étais toujours en retard. J'étais jamais en contact ou en relation directe avec eux autres. Et c'était un manque, j'avais besoin d'attention, je voulais être dans le coup, je voulais faire partie de la gang, je voulais... Okay. Et en plus, comme mes cousins et famille étaient en France, j'avais l'océan qui nous séparait. Donc, toujours ce fossé-là, il y a un pont. Il est où le pont? Où c'est que je peux me relier? Okay. J'ai toujours une cassure, un retard, je suis pas là. J'arrive, le party est fini. J'ai toujours porté ça en moi, l'impression d'être en retard, ce qui fait que j'ai, pour compenser, été un premier de classe. J'étais une bolle. Moi, je disais, je veux rattraper, je veux pas sauter d'année, je vais performer, puis je vais être parfait, puis on va me remarquer, on va m'aimer, puis je vais rattraper, je vais combler le fossé. Ça, pendant que tu étais enfant ado, là, oui. Bon, étais-tu conscient de ces affaires-là? Pas du tout. OK, parce que c'était pas là encore consciemment. Si j'étais en réaction, oui. Le fossé, à quel âge? Quel âge? Entre ma soeur et mes 2 frères, il y a genre 1 an ou 2 entre eux, mais moi, j'avais 5 ans avec le frère qui me précédait. OK. C'est pas si énorme, mais suffisamment... Mais c'est comme ça que tu le sentais? Oui. Okay. Quand tu es à la puberté, ça apparaît. Les différences sont majeures quand tu es plus jeune, évidemment. Puis donc, je n'étais pas conscient de ça, mais je le ressentais. Hypersensible. Donc, dans le monde, rapidement, je sortais de la maison pour aller à l'école primaire et je me sentais agressé par ce monde-là. Les jeunes, je me souviens de ma première journée au primaire, à la maternelle, des enfants qui hurlent et qui pleurent. Moi, je suis muet. Je suis avec ma mère à côté. Je regarde ça, puis je me dis, c'est un cirque. Je comprends pas comment je vais survivre à ces agressions psychiques-là, ce monde d'hypersensibilité, de cris et d'émotions. Mm-hmm. Mais ma réponse, ça a été de performer. Donc, dans un premier classe, je suis même devenu le président de la classe. Il y avait une fille, une autre bolle, qui était la présidente. On faisait chier tout le monde, évidemment. Tu sais, tu fais chier quand on te met là. Bon. Puis, ensuite, ça a été pas pire le primaire, mais au secondaire, puberté arrive et tout ça. Là, c'est une plus grosse école. Ouais. Je capote, j'arriverais pas à traverser ça. Tous les jeunes ont des blondes, des chums, ça prend la cigarette, ça fume de la drogue. Moi, je suis tellement dans ma tête que la sexualité, il n'y en a pas question. Je ne suis qu'un cerveau et je n'ai pas de corps. Et donc, je juste être sûr de comprendre, là, parce que tu reviens beaucoup sur la notion d'espèce d'envahissement. Oui. Là, c'est un mot que tu n'as pas dit, mais que je sens. Là. L'envahissement des sens et tout ça, c'est quoi? C'est que tu trouvais que tu réagissais trop émotionnellement à tous ces stimuli-là ou tu étais anxieux de l'envie? Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouvais que, et je trouve toujours, que les gens étant blindés de leur propre hypersensibilité, ce sont des armures. J'ai pas l'impression...
je peux le dire maintenant, le traduire maintenant comme ça, de pas faire affaire avec des gens sensibles ou humains, mais des gens blindés. Donc, des carapaces, des armures. Littéralement comme une armée de... Ah, tata! Hey, mon tabarnak! Tu sais, quand tu vois le road rage, n'importe quoi, ou du monde qui coupe, ou... En tout cas, tu vois juste la façon dont le monde fonctionne, c'est comme... Tu m'écœureras pas, je vais prendre ma place, je vais jouer du coude, peu importe. Mais à l'époque, ayant pas d'outils, ben je me sentais comme une huître sans sa coquille, moi une moule, tu sais, t'as pas de corps, tu sais. Toi, tu te sentais pas avec une armure? Non! OK. Ah, pas du tout, je gobais tout. Je voulais sauver tout le monde, moi, j'ai toujours voulu, donc j'absorbais. Ma fonction, c'est comme ça que pour être aimé, j'absorbais. Je disais, ben oui, essuyez-vous sur le tapis que je suis. Envoyez, garochez-moi vos émotions, vos pensées, je suis capable d'en prendre, ça va vous soulager. Fait que moi, mon rôle, c'est garochez-moi ça, c'est bien beau, c'est le fun. Puis je me défendais pas, j'avais pas la capacité ma réponse, c'était d'absorber. OK. Mais c'est au fil du temps, à travers les épreuves, que j'ai graduellement appris à mettre mon pied, mais ça a été long, puis à répondre, puis maintenant, j'ai aucun problème avec le conflit, premièrement, alors que ça me terrifiait à l'époque, le conflit. Parce que face à une autorité, je dis, je fais pas le poids. Fait que je vais t'imiter, je vais m'éteindre pour te ressembler. OK. Il a fait ça beaucoup, chose que beaucoup de gens vont faire. Tu sais, pour être aimé, on se conforme à l'environnement, à l'autorité, quelle qu'elle soit. Ouais. Le boss, le beau-frère, n'importe quoi. Tu sais. Fait que, donc, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence en essayant de faire le moins de bruit possible, de disparaître le plus possible. Je jouais d'ailleurs à la cachette jeune, j'étais très très bon. Et je voulais être un acteur aussi parce que, paradoxalement, je voulais de la lumière, je voulais qu'on me voit puis qu'on m'aime, puis en même temps, je voulais me cacher à travers des personnages. C'était une foule de paradoxes. Oui. OK. Alors, c'est ce que j'ai exploré tous les paradoxes à fond pour trouver une synthèse. Je me suis consacré. Et très jeune, je voulais devenir comédien. Puis là, tu dis, là, au secondaire, autant tu te sentais un petit peu attaqué, tu n'avais pas le moyen de défense sur l'armure. Puis tu disais, là, pour reprendre le fil où tu étais rendu, tu disais, moi, j'étais juste une tête, là. Tu sais, le corps, tu n'avais pas de corps. Explique-moi ça, là, cette phase-là critique, là, dans la vie d'un adolescent. C'est quoi? Comment tu as géré ça? Je suis bélier, j'ai une bonne tête, j'ai vraiment comment dire... une tête très forte, là, mais je me sentais physiquement, même si j'ai une bonne constitution, mais atrophié, émotionnellement hyper fragile. Alors, je faisais pas le poids, donc je mettais tout dans les connaissances. J'allais là où je considérais intuitivement ma force pour me défendre. Je dis, je peux pas me battre avec vous, parce que j'ai trop peur de me battre. Alors, je vais répliquer en ayant des notes incroyables. Je me souviens d'un cours de biologie en secondaire 1, où est-ce que le professeur, à la fin de l'année, donne les résultats. Moi, j'avais tout appris par cœur. J'avais rien retenu, mais j'avais tout appris par cœur. Et il donne la note la plus basse. Il commence par la plus basse. Puis là, il monte. L'avant-dernière, 88. Et il dit, et le dernier, je ne peux pas lui mettre 100% parce que ça rentre pas dans les fiches. Pourquoi il dit... Il y a juste 2 chiffres. Je peux pas en mettre 3. Fait qu'il dit, Patrice Coco, 100%. Les jeunes, j'ai 100%. La deuxième à 88. Le monde se sont retournés vers moi avec un regard d'incompréhension et d'inquiétude. D'inquiétude. Genre, qu'est-ce que c'est ça? Alors, au lieu de moi de recevoir de l'amour, je recevais encore plus un fossé. J'avais tout fait pour aussi, mais au lieu que ce soit le fun d'avoir 100%, ça m'isolait davantage. Mais toi, tu croyais que ça aurait fait le contraire? Moi, que j'allais être admiré, que j'allais être aimé, que j'allais être dans le coup. C'est ce que je recherchais. C'est le contraire. Fait que là, je me sentais... Il y avait encore un gap entre les autres et toi. Complètement. Puis je le cultivais ça en même temps. C'est-à-dire que c'est un système de défense. Je voulais me relier aux autres, mais paradoxalement, je me blindais moi-même. Alors, je répondais, c'était ma réponse. J'avais le même type de réponse, finalement. C'est plus tard que j'en ai pris conscience. Puis là, en plus, au secondaire, mes parents ont eu la bonne idée, comme beaucoup de gens dans les années 70, de quitter la ville. Je viens de Québec. Je voulais vivre en ville, adolescent, pour aller à la campagne, à Sainte-Croix-de-Binière. Oh, que j'ai aimé ça. Nourrir les vaches, tondre le gazon comme j'ai jamais tondu le gazon. Le show c'est en effervescence là-bas. Ben oui, tout à fait. Salle de spectacle. Et là, tondre le gazon, je m'ennuie. Je fais beaucoup de vélo, je fais du sport pour
Et je compte les jours. J'ai un côté Raidman, je compte les jours parce que je me dis, j'ai hâte, je veux devenir acteur, je veux quitter la maison. En plus, j'ai déjà une attirance pour les hommes à l'époque. Avec mes parents d'une autre culture, tout ça, je sentais que c'était pas du tout le bon moment oui, Mais non. T'avais quel âge, là? J'avais 13, 14, 15 OK, ans. Tu sais, puis- OK. Et ma soeur et mes frères avaient quitté la maison. On est une famille de voyageurs chez nous. On aime beaucoup voyager. Puis moi, je me sentais confiné dans un espace limité à tout point de vue. Donc, j'ai fait tout mon secondaire. Puis j'avais hâte de partir. Puis, et ce que j'ai fait à 19 ans, finalement. OK. Pour partir pour... Explorer la vie, puis me confronter à la vraie vie, puis à moi-même, puis à tout ça. Et là, ça a été beaucoup de claques à la gueule. Ben là, c'est ça. C'est parce que là, d'une part, tu dis, oui, juste le secondaire, je n'avais plein mon casse. Ouais. Fait que là, tu es allé recourir après des stimulations, si je comprends bien. Ben, c'est parce que je suis allé vivre ce que j'ai pas vécu, ce que j'avais mis, ma sexualité, prendre de la drogue, sortir, faire ce que je voulais, m'autoriser à vivre le chaos, parce que j'étais tellement mentalement et cérébralement dans une espèce d'ordre cristallisé, rigide. Mentalement, j'avais 100%. C'était comme un ordinateur. Alors, il y avait pas ça respirait pas, j'étais pas souple, je vivais rien. Tout était par cœur, tu sais, dans la tête. Puis à un moment donné, t'as senti que là, la soupape, là, faut que il fallait que je me confonde. là... Il fallait que je vive le chaos complet. Que je me plonge dans le chaos puis le désordre, même si ça me faisait chier. Parce que là, j'allais perdre des plumes. Ouais. J'allais perdre des plumes parce que là, j'allais perdre mon beau vernis. Parce que là, je connais rien de la vie. Fait que c'est ça, je vais me mettre dans la merde. Mais je sens qu'il faut que j'aille là. Donc, comme acteur, je dis, ben, je vais aller dans les petites boîtes là, magiques de la télé puis du théâtre. Ça va être extraordinaire. Je vais être dans un monde parallèle, protégé. Et non, j'ai mangé beaucoup de claques à la gueule. Les égos, les si. Je fais, oh mon Dieu, apprendre à gérer un appartement, la vie de tous les jours, tu sais. Je suis absolument... Je ne suis pas équipé pour ça, tu sais. Je comprends pas la vie. Je me sens... Voyons, c'est donc bien tough, tu sais. Okay. T'as-tu ressenti le feeling quand t'es arrivé à la petite école, là, quand t'es arrivé, puis le monde Ben, je sentais que ce que j'avais... Oui, ce que je m'étais construit comme échafaudage pour passer à travers le primaire puis le secondaire, là, ça allait être attaqué, j'allais être confronté. J'ai quitté Québec pour Ottawa. J'ai fait mon cours à l'école... oui, à l'université d'Ottawa. Tu viens d'Ottawa? Oui, je viens d'Ottawa. OK. J'ai fait mon cours à Ottawa, à l'université, en théâtre, parce que j'avais peur de Montréal, donc j'ai contourné Montréal. C'est comme vraiment... Il n'y a pas de... Ah, continue, continue, il y a de quoi de... Il y a un peu moins de monde à Ottawa, puis les gens sont un peu plus effacés à Ottawa. Les gens sont très... En tout cas... Je vais pas être gentil. Ben, à l'époque, c'était... Ben, je veux voir, mais... C'était hypocrite aussi. C'est comme tout est nice. C'était tout... Je schématise. Il y a des gens formidables à Ottawa. Mais à l'époque, l'impression que j'avais, c'est... Ben, à Québec aussi, on peut le barrer. Partout, il y en a. Mais c'est que tout est nice, tout est parfait, mais je sentais beaucoup, beaucoup de violence. Les conflits linguistiques entre les francophones et anglophones. Dès que ça prend de l'alcool. Oh, que là, c'est comme à Noël. Hein, le monde se fait... On t'aime. À Noël, ça pourquoi tu m'envoies la main, mais tabarnak! Ça, là, cette réalité-là. Fait que... Fait que Ottawa, donc, j'ai fait 2 ans et demi là. J'ai travaillé un peu là-bas au Centre des Arts, puis j'ai travaillé avec du monde. Puis là, j'ai vu la réalité des acteurs, le côté dark, là, l'ombre. C'est bien cute, là. C'était cute voir la boîte à surprise à la télévision, mais c'est pas ça la réalité. Fait que ça joue, tu sais, puis faire sa place et tout ça. Mais j'ai commencé à prendre le pouls, prendre la mesure de ce que c'était vivre. Puis j'ai commencé à répliquer, à avoir un autre type de réponse, à commencer à me défendre. Ça me demandait tout mon petit change de dire non. OK. J'étais un yes man. 18-19 ans, là, hein? Oui, 19-20 ans, exactement. OK, parfait. Puis là, c'est des claques, puis se faire trahir en amour, puis avoir des aventures. Le chaos, boire, fumer, la totale, mais très intense. OK. Tout ce que j'ai pas vécu au secondaire, je le vis en 2 ans, en 1 an. C'est ça, Très, très cool. Fait que tu t'es testé beaucoup, là. Ah, complètement. Ça, c'est très bien dit. Test. Pour voir, c'est comme moi, on va voir, je réagis comment si je me mets dans cette situation-là. Je ne l'ai jamais vécu. Je veux savoir, moi, je fais quoi, là, quand ça m'arrive. Qui je suis, c'est quoi la vie, je comprends rien. Je pensais que c'était allait être beau puis que j'allais avoir un break, pas du tout. Je rentrais encore plus dans l'ombre. Mais parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu as découvert, là, tant que ça, là, pendant cette période-là? Oh mon Dieu, la colère. Les personnes, la colère, côté violent, côté moi j'ai trompé du monde, j'ai eu des aventures. Un côté insatiable, compulsif, très compulsif. OK.
La drogue, l'alcool, le sexe. J'avais faim. Puis j'étais chaotique, dans le chaos. Fait que je dis, je vais y aller. OK. Puis je vais m'autoriser. Au départ, je me condamnais beaucoup là-dedans. Ça fait que j'étais très malade. J'étais pas bien physiquement parce que j'étais en conflit avec cette propre élan-là de boulimique, de vouloir... Puis en même temps, non, reste un bon petit garçon. Reste dans ta petite boîte. Oui, l'espèce de contradiction. Difficile. Là. Oui. Fait que j'étais beaucoup en conflit avec moi-même. Très éprouvé, je voulais tout lâcher. J'avais l'impression que j'étais... Puis là, mes parents qui quand même m'aidaient un peu financièrement pour démarrer, mon père, il s'est fâché, puis il a bien fait. Il dit, non, tu peux pas rater ta vie ou tiens-toi debout, c'est pas évident, eux autres aussi, ils l'ont eu difficile. Fais face. Toi qui avais des 100% à l'école, Oui, c'est comme si j'étais beaucoup dans le sabotage, l'auto-sabotage. C'est comme si le talent que j'avais, la sensibilité, je me reprochais d'avoir ça. Fait que je dis, m'en mettre dans la merde, m'en me punir. C'était une espèce de réflexe judéo-chrétien, tu sais. Puis après Ottawa, j'ai dit, là, je suis tanné d'Ottawa, je vais me déployer. Fait que je vais aller à Montréal faire mes auditions à l'École nationale. Je suis rentré à l'audition. Puis là, encore là, ça a été intense. Mais c'est là que j'ai vécu la plus grosse chute. OK. Et c'est là que j'ai commencé un parcours de guérison. C'est suite à un joint que j'ai fumé en 1983. Hey, je parle dessus. Vous devez être tanné à la maison. Non. Colin que je parle. Avec l'expérience qu'on a à date, je pense pas que le monde va être tanné. Pas mal ça qui aime, je dirais. Ouais. En tout cas. Je vais avoir quelques questions pour toi, mais je te laisse aller. Là, c'est pas à priorité mes questions, c'est vraiment te laisser aller toi. Là, mais... Pas de problème. Parfait, OK. En 83, je commence mon Le cours. juin de 83. Oui. Bon. J'avais déjà fumé à quelques reprises, puis j'aimais bien ça, planer, se geler, évidemment, pas ressentir, puis fuir, c'est une forme Pas sentir, c'est-tu le fun, hein? Pas se sentir, c'est le fun de planer, puis fuir qui on est. Et puis, je suis chez moi, à un moment donné, puis moi, j'ai dit, les pellicules. Non, Fait que là, c'est le c'est Terracare. Ah, c'est ça. Oui. Il me semblait que j'avais guéri ce Depuis problème-là. tantôt, il doit... Ouais, Ben oui, Ouais, je ouais. Je perds les cheveux. sais pas, est-ce que je suis en train de me décomposer? c'est depuis que tu as commencé à parler de joint, là, ça... Une annonce publicitaire pour un shampoing anti-pelliculaire. Tiens, une shoulder. Veux-tu enlever tes bottes? Avec le numéro d'assurance sociale. Fait qu'en 83, j'étais seul chez moi, puis j'avais fumé un joint, j'aimais bien ça. Casque d'écoute sur les oreilles. T'habitais-tu seul? Non, j'habitais avec quelqu'un, j'avais un copain. OK. Mais il n'était pas là. OK. Et il était parti en voyage. OK. Et je suis seul, j'écoute de la musique, ça, je plane. Puis là, tout à coup, j'ai une impression sournoise et extrêmement profonde qu'une catastrophe va arriver. Pendant que t'es sur ton rail. Ouais. Oh, OK. non. Et comme de fait. Tout à coup, ça prend une fraction de seconde. J'ai l'impression que les écouteurs me rentrent dans le crâne. Ça fait comme... J'ai une impression que c'est ça. Le plancher s'ouvre sous mes pieds. C'est une chute, littéralement. Je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. Là, c'est une chute, mais... tu sais, aller sous Pays des Merveilles, c'est... Et là, j'enlève les écouteurs, je capote les sueurs, les palpitations. Bon, est-ce que je meurs? Est-ce que je fais une crise d'épilepsie? Est-ce que je deviens fou? Je bascule. Tout mon monde, tout ce que j'avais organisé, c'est comme une grande bibliothèque avec des rayons. Tous les rayons tombent, c'est le chaos, c'est le bordel, je comprends rien. Tout devient étrange instantanément. Se lever, le cœur qui bat, boire de l'eau, essayer de se rafraîchir le visage. Je deviens étranger à moi-même. Toute la réalité devient instantanément étrange. C'est arrivé un vendredi soir. J'ai commencé mon cours à l'École nationale et je passe le week-end à essayer de retomber sur mes pattes. Je prie. Je suis rendu à prier, moi, qui n'étais pas croyant. J'ai rendu que il faut que je retrouve mes esprits parce que j'ai peur d'être mis à la porte de l'École nationale. J'ai peur de ne plus revenir dans la réalité. J'ai vraiment peur de basculer. C'est une psychose épouvantable. Et je passe le week-end en dormant. Je suis complètement fragilisé. Je suis comme un petit oisillon là, qui sort de l'œuf. Comme ça. Et finalement, je retrouve une espèce de semblant de possible équilibre. J'arrive le lundi matin au cours de chant à l'École nationale de théâtre. Je mets ça sur le compte du joint, le bad trip que j'ai vécu, puis je ne dis plus jamais. Mais au cours de chant à jeun à l'École nationale, l'effet se reproduit. Le professeur de piano, il
il varge sur le piano, il est très tendu, c'est quelqu'un d'assez énervé, ambitieux. Je capte tout ça, j'absorbe. Puis là, je viens mal, je demande à sortir pour aller me rafraîchir. Et quand je vais à la toilette, j'ai conscience, je me dis, OK, là, tu vas retrousser tes manches parce que là, t'as tout un parcours qui t'attend. Je le sais intuitivement, ça vient, là, je me dis... Puis je me dis, OK, je vais pas... Ce métier-là, je vais le faire, puis je vais m'atteler. Et, thank God, j'ai toujours travaillé, j'ai chômé 1 an en 32 ans de métier. J'ai tout de suite joué, j'ai joué beaucoup et ça m'a aidé à faire face. Ce métier-là m'a donné une voix, une tribune, une façon de transcender le problème. Mais ça a été des années de galère dans le sens où le laboratoire dont je vous parlais tantôt, de façon plus consciente, puis avec un choix plus déterminé, je me suis testé là, la Lamborghini, j'ai une bonne constitution, je suis allé à fond pour mettre en mots et en images ce mal-là, puis essayer de le neutraliser. Je reviens à la voie du centre, là, je parlais du centre, le neutre. Sortir des... Aller tellement dans les pôles que tu trouves l'équilibre, tu neutralises, tu vas dans le centre. Et là, tu arrives à être autonome, entier, intègre. Tu intègres des affaires. Mais à quel prix? Ça coûtait cher dans tous les sens du mot. OK. Fait que là, cette période-là, ce fameux joint-là, Ouais. ça a ouvert une porte que Oui. c'était même plus le joint. Là. C'est comme il est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Là. Dans le fond, c'est ça. Là. Exactement. OK. Tout à fait. Puis là, tu t'as continué à le sentir, d'être sur le edge de ça. Tout le temps. OK. Pendant des années. Donc, en 83, c'est arrivé en 83, j'ai fini le cours à l'école en 86. Puis pendant une dizaine d'années, évidemment, l'intensité initiale de la psychose a commencé à se devenir plus subtile. Mais j'ai vécu beaucoup d'intensité. Puis je recherchais l'intensité aussi beaucoup. Donc, tout ce que j'avais gelé, puis j'ai continué à le geler, à travers l'alcool. Puis la drogue, j'en prenais plus. J'ai pris un peu de coke. Vous pouvez imaginer ce que ça donnait. Avec... Ça, là, c'est pas sur la coke, là. Non, pas du tout. Bon, Puis jamais, la coke, c'était très parce que j'ai un sentiment de contrôle puis de puissance. Puis tu sais, t'as pas l'impression de battre triper. Hein, ça a duré 1 an à peu près. Mais comme ça coûtait cher, Dieu merci, je suis pas tombé là-dedans plus qu'il faut. Mais ensuite, avec les années, j'ai vécu beaucoup l'intensité. Puis j'ai commencé à réaliser des choses. Premièrement, il a fallu que je réapprenne à vivre au quotidien. Prendre le métro au départ, juste prendre le métro, ça devenait un exercice de haute voltige. Je faisais 2 stations, je sortais, parce que l'heure de pointe, le matin, tout me rentrait dedans. La vitesse, la foule, la chaleur, je sentais les émotions de tout le monde. Là, j'étais vraiment complètement un buvard, je pognais tous les postes. Alors, trop d'informations pour moi. Je sortais après 2 stations, j'attendais 2-3 trains qui passent. Je rembarquais. On est quand, là, exactement? 83-84. OK, cette fameuse période-là. Oui, là, Le fameux, pas loin du joint, là. pas loin du joint. c'est ça. Fait que ça a ouvert une porte où est-ce que là, tu es encore plus... Vulnérable. hypersensible, Oui. hein, un peu le thème. Là, c'était vrai au point que c'est comme ta tolérance là, était topée facilement. Complètement. Il fallait que je réapprenne à vivre. J'étais comme un handicapé. C'est comme si j'étais coupé des jambes, des bras. Il fallait que je réapprenne le quotidien. Donc, prendre le... Oui. Mais excuse-moi, j'ai une question. Tantôt, tu as employé le mot psychose. Oui. Est-ce que c'était une psychose ou c'était réellement ta première crise d'anxiété aiguë? Le joint, le... Je connais pas tous les termes en mais pour moi, le terme qui me vient, c'est psychose, sens où je perdais complètement le sens de la réalité. OK. Mais puis ça s'est atténué graduellement, mais pas en ligne droite. Ça a été des épisodes en dents de scie, OK. carrément. OK. Puis donc, prendre le métro, c'était la première chose. Ensuite, jouer sur scène. Ben, c'est ça. Là. C'était épouvantable. Aïe, aïe. Parce que Là, t'es dans j'étais... les émotions tout le temps, t'es exposé sans arrêt. Là. Complètement. Si le métro, c'est dur. Sur scène, c'est la même chose. J'avais peur de m'évanouir. En fait, j'avais toujours peur de chuter. C'était toujours la chute. Dans le métro, quand il y avait trop de monde, je me tenais debout, mettons, puis je tenais le poteau. Oui. Le poteau, il y a des images qui me venaient comme si le poteau rentrait dans le centre de la Terre. Puis que je t'ai entraîné avec le plus de poteau. grip. Non, aucune prise. Ah ouais. Et là, fait que là, j'étais les jambes de laine tout le temps, chancelant.
Sur scène, j'avais peur de m'évanouir. Dans la douche, il y a eu un épisode après un cours à l'École nationale. Je vais prendre une douche, je suis seul, je me savonne, et tout à coup, l'eau qui sort du pommeau de douche, c'est plus de l'eau, c'est des poignards. On est à jeun. Là. À jeun. Oui, ok, parfait. À jeun. Alors, j'ai cette impression. Je sais bien que c'est pas des poignards, que c'est de l'eau. Oui, rationnellement, tu le sais. Rationnellement, oui, mais émotionnellement, je me sens attaqué. C'est comme c'est vraiment des bad trips, là. Et là, je sors de la douche en criant au secours. Faut le faire. Savonner. C'est ça. OK, maintenant, on peut trouver ça risible. Mais à l'époque, Quand tu le vis là c'est une autre paire de manches. Complètement. T'étais nulle part, t'étais bien, là. J'étais en survie. J'étais comme ça tout le temps. Et donc, ce qui m'est venu graduellement, c'est vas-y, reprends le métro, continue à jouer. Évidemment, lave-toi. C'est bien évident. Va enlever le savon, là. Oui, c'est ça. Puis, donc, fais face, même si c'est désagréable, même si t'es vulnérable, continue. Là, ensuite, ça a été de prendre l'ascenseur. C'était de monter dans une tour, mettons, prendre l'avion. Ça, wow! Moi qui aimais prendre l'avion quand j'étais jeune, mais là, la vie est bien faite quand même. Tu sais, à un moment donné, au fur et à mesure que je faisais face, il arrivait d'autres tests supplémentaires qui me disaient... C'est comme si la vie me disait, OK, ça, t'as fait face, mais on va aller un petit peu plus loin. J'avais une amie qui était bibliothécaire à l'École nationale qui me dit en 1988, elle était d'origine russe, elle parlait comme ça le français, d'origine, elle dit, écoute, on va au Venezuela, tu m'accompagnes, je te paye le billet d'avion, tu viens, j'ai dit, je vais y penser parce que je ne vais pas bien, je suis encore très... J'ai dit, prendre l'avion. Oui, c'est ça, il faut se rendre. Hein? C'est un beau cadeau, mais c'est parce que c'est... Comment je vais confronter ça, prendre l'avion, alors que c'était déjà pénible sur scène, prendre sa douche et prendre le métro. Oui. Finalement, mon intuition me dit de dire oui, même si j'ai l'impression que je vais à l'échafaud. Alors, je lui dis oui. Et nous partons à Mirabel. À l'époque, c'était Mirabel, pour ceux qui ne sont pas nés. Et puis, on arrive à l'aéroport, évidemment, dans un état catastrophique. On prend le petit autobus qui nous amène de l'aérogare à l'avion. Puis là, je sais pourquoi j'ai dit oui, tu sais. On rentre dans l'avion, qui commence... il y a la rangée qui... Pas la rangée, mais l'allée qui nous sépare. Oui. Puis je dis, tu veux sortir? Elle dit, non, ça va aller. T'as été pas dans ma peau, Carlis. Wow. Et finalement, je fais trop tard. On vient de décoller. Décolle. C'était un bad trip de 4 heures. Ah oui, hein? Là, je vais péter aux frettes, faire une crise de cœur, je vais mourir. C'est ma dernière. C'est là que ça finit. Fait que là, 4 heures de bad trip, et finalement, justement épuisé, on arrive à Caracas. Arrivé là-bas, je me souviendrai toujours de la chaleur quand la porte s'est ouverte. Ouais. Tropicale. Ouais. Et là, je suis content. J'ai réussi. Sauf qu'après 15 secondes, je me dis, faut revenir. Il était déjà là. Je suis déjà pas là. J'étais même pas là. Je me dis, pourquoi t'as fait ça? Faut que je revienne. On passe 10 jours à manger des sandwichs au ballonnet avec de la mayonnaise. On fuit les touristes québécois, excusez-moi, qui nous tapent ses nerfs, qui sont tellement poches. En tout cas, ils sont poches. Donc, comme beaucoup de touristes, des fois, tu sais, le monde qui juge tout, tu dis, reste donc chez vous, c'était pas capable de voyager. Calice, reste chez vous. Non, c'est pas comme chez nous. Si, bois, ça me fâche. Sois prudent. Brise pas tout là, ici. Là. Et là, donc, on passe une semaine, on fait un petit peu de visite. J'adore. Comment ça se passe avec ton amie russe? Là? Elle s'entendait. Elle est cardiaque en plus. Elle est cardiaque. Bon, en plus. Fait que... Je pensais qu'une femme cardiaque. Fait que là, je me dis, ben, c'est l'inconnu. T'as quoi qu'elle me pète aux frettes? Puis je parle pas espagnol. Puis tout ça. Oh, tabarnak. Puis elle prend pas soin d'elle. Elle mange des sandwichs avec du gras, puis tout ça. Madame ça. Bon. En tout cas, fait que là, on... Si elle aime ça. C'est ça. Si elle aime ça. Est-ce qu'elle s'attendait? Est-ce que c'est comme, voyons, ils ont bien intense? C'est comme, de l'avion, il capote. Elle savait-tu ça? Elle avait une affection inconditionnelle pour moi. Fait qu'elle, là, était prête à... C'est comme à thème pareil, de même. Inconditionnelle. C'était une femme, elle avait tout un caractère, elle était moody avec ses humeurs. Mais c'était un grand cœur. Justement, en parlant d'entièreté, c'est une femme qui intégrait sa mauvaise foi, qui affichait sa mauvaise foi.
Puis donc, elle était presque théâtrale, tu sais, dans ce sens-là. Fait que c'est pas quelqu'un qui se... Elle dit, tu me prends... Bon, je suis tanné de l'alimentation, puis moi, j'aime ça manger du ballonné. Puis... Fait qu'elle était... Tu sais, bon, elle affichait ses couleurs. Fait qu'on a passé une semaine, puis ça a bien été, puis tout ça, c'était le fun. Puis à un moment donné, dans une de nos excursions, on voit un cortège funèbre de Vénézuéliens, là, mais ils dansent, puis ils font la fête. Puis là, ça m'a frappé, je fais... Wow, le rapport à la mort, eux autres, c'est comme c'est un passage, c'est un rituel. Donc, ils sont pas dans le côté dépressif des Nord-Américains ou des Européens ou de l'Occident. Puis là, ça me frappe cette image-là. Je fais, oh, ils aiment la vie, eux autres, tu sais. On revient. Évidemment, c'est un bad trip pendant 2 heures. Pas 4, 2. Ça s'est amélioré. Oui. Parce que là, on bad trip. Puis tout à coup, je suis tellement fatigué de lutter que, à un moment donné, je lâche. Dans l'avion, là. Je lâche. Quel... Je lâche prise, ça fait... Je suis devenu calme instantanément. J'ai arrêté de m'en faire. C'est comme si mes pensées... comme un gros nuage noir, là. Ciel bleu. Puis là, je regarde, je fais... Wow! Je suis là, je suis complètement présent. Je regarde l'hôtesse, le monde. Et là, je me sens porté. C'est la première fois que je me sens pas pesé, je me sens porté. Je fais... C'est comme si la vie, là, c'est un trampoline, là, puis ça m'a pris. J'ai fait, oh wow! C'est la première fois qu'il y a un switch qui se fait. Je fais, j'ai lâché prise et il n'y arrive pas de catastrophe. Je fais, il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Et là, c'était un beau Joker qui est sorti. Puis j'ai fait, OK, je pense que j'ai un outil qui vient de m'apparaître. Puis là, je peux continuer ma démarche pour améliorer ma condition. Parce que c'est pas parce que c'est arrivé ce beau moment-là que tout a été réglé. Ensuite, il a fallu que je reprenne l'avion seul, en tournée, parce qu'il fallait que je revienne. J'étais en tournée, il fallait que je revienne à Radio-Canada, à Montréal, tourner, puis j'étais beaucoup confronté à le prendre par moi-même. Donc, j'étais le matin, à 5 h du matin, tu sais, dans des petits avions de 20 places, puis il faut que tu montes sur l'aile, puis écoute, j'ai été testé jusqu'à ce que je me désensibilise. Plus je reprenais l'avion, puis plus je prenais le métro, plus je dansais, plus je composais avec la situation, plus j'étais libre. Mais quand tu retournais dans tes angoisses, tu savais que ce moment-là existait aussi, Oui. ce lâcher-prise, tu savais que cet outil-là allait... Exactement. Mais est-ce que c'était ton premier voyage, quand tu as eu ce lâcher-prise-là dans l'avion? Parce que moi, étant un grand anxieux, que tu as senti en arrivant, ça m'a fait ça aussi la première fois que j'ai voyagé. Je suis revenu et j'ai fait... OK, est-ce qu'il n'y a pas juste ça qui existe? Voilà. J'ai une genre de claustrophobie qui s'est coupée, qui s'est cassée en allant ailleurs. C'est ça. Exactement. C'est tout à fait ça. Puis donc, à force de prendre l'avion, puis tout ça, puis je me suis graduellement désensibilisé et tout ça, puis jusqu'à... puis je dis la vie fait bien les choses. Il y a 8 ans, mais il y a déjà 8 ans, je prenais l'avion, puis ça allait bien. J'ai mon copain, qui est devenu mon mari, c'est un agent de bord. Il faut le faire quand même, là. J'ai dit, Et là, je suis allé en Chine, au Japon, j'ai voulu en Équateur, en Europe. L'année passée, j'ai voyagé ça, j'ai pris l'avion, j'ai loué une bagnole, j'ai fait le tour de la Corse, mettons, tu sais, des escapes, tu sais, conduite manuelle, les ronds-points. Aucun problème. C'était le fun, j'ai rencontré du monde, j'ai allé un peu partout en France, en Italie, en Écosse, en Irlande, tu sais. J'ai fait, OK, je suis rétabli. Et l'année passée, j'ai sauté en parachute. Ça, c'est le clou dans le cercueil de l'anxiété. Ça faisait déjà quelques temps qu'on en parlait avec une amie qui travaille en cinéma, puis je disais, au début, c'était impensable. Puis graduellement, j'ai fait, OK, ça... Puis mon chum l'avait déjà fait, il avait sauté une fois. J'ai fait, OK, ça fait du chemin, je sais pas quand. Puis ça donnait pas, la température, les horaires, tout ça. C'était repoussé. Puis l'an passé, notre ami a réservé pour nous 3. Et avec sa blonde, nous 4, on était 4. Et finalement, il faisait beau. Il n'y a pas eu de changement d'horaire. Puis là, je voyais l'échéancier arriver. Là. Puis je me sentais relativement calme. Je fais OK. Et là, une semaine avant, je dormais bien. La veille, je dors bien. Puis là, je me dis le jour même, OK, tu commences par déjeuner. Tu te rends à Joliette, c'est à l'école de Le Métis-Vierge. Tu regardes la vidéo, tu enfiles l'affaire, tu y vas étape par étape. Si dans l'avion, c'est impensable, ben tu sautes pas, du tout.
Alors, c'est arrivé un 13 juin. Nous étions 13 dans l'avion. Nous sommes allés à 13 000 pieds d'altitude. Alors, ça, c'est un autre signe. Le chiffre 13. Il n'y a pas de 13e étage en Amérique du Nord. Pourquoi? Il y en a 13 anyway! Fait que... Donc, on est monté, puis j'étais nerveux, mais j'étais pas angoissé. J'étais quand même assez là. Évidemment, c'était en tandem, le saut. Puis arrivé en haut, à 13 000 pieds, ben il arrête les moteurs, il ouvre les portes, puis on était à peu près à 7 et 8e, mon chum est sauté après moi. Puis là, les premiers sautent. Puis là, à toutes les 20-30 secondes. Puis là, je m'avance sur le bord, puis le gars, il me dit en arrière, en tandem, es-tu prêt? Puis là, je me suis dit, si je saute pas, je sauterai jamais. Ah ouais, donc. 50 secondes de chute libre. Puis 7-8 minutes en parachute. Et là, en parachute, c'est ça qui m'a plus impressionné parce que dans le silence. Puis ça arrête. Puis là, la voix, tu sais, je l'entendais pas. Je disais, j'ai dit, c'est beau. C'est beau, c'est impressionnant. Puis là, à un moment donné, il me donne la corde du parachute. Il dit, gars, tire dessus. Le parachute fait ça. Je dis, non, ça, je vais te le laisser gérer. Eh bien, bon. Puis on a descendu. Puis c'était beau. Et ça m'a pris la journée en me pinçant pour me dire, j'ai sauté en parachute. C'est comme si le mental faisait pas le chemin. Et je le referais. Ah oui, hein? Ouais. OK. Fait que je suis rendu là. Ça date de quand, le saut? 13 juin 2017. 2017. Ouais. OK, C'est tout récent. Puis c'est-tu là que t'as cassé ta peur, tu sais, justement, là, dans le métro, là? Oh non, c'était déjà fait, non, mais, ça. tu sais, on dirait que tout revient, là, t'avais peur de tomber, ta première psychose avec le joint, c'était le plancher qui tombe. C'était la boucle était bouclée. La boucle était bouclée. Mais j'ai réalisé, pour revenir à le début de ma vie, que quand je vous ai dit que ma mère avait peur de me perdre, j'ai réalisé que, autant dans la douche que le métro, que sur scène, que dans l'avion, c'était toujours dans un lieu clos. Et que je revivais une impuissance que j'ai dû ressentir enfant, bébé, dans le ventre de ma mère, où ma mère, parce que ma mère aussi a quand même toute une bonne tête, là, dans sa crainte de me perdre, c'est comme s'il y a une épée de Damoclès, une catastrophe potentielle que tu ressens, mais il arrive rien. Fait que tu captes ça, t'as coup que, mais t'as pas de moyen, t'es un enfant, t'es vulnérable, t'es complètement, tu fais juste absorber, t'as coup, mais il arrive rien. Mm-hmm. Fait qu'à chaque fois que j'étais dans un lieu clos, puis ça, je l'ai identifié, je fais, OK, je suis dans le takou que, ben non, lâche prise, c'est pas toi qui pilotes l'avion, toi pilote tes pensées. C'est ça. Puis ça va bien aller. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis donc, ça m'a permis de résoudre ça. Et quand je suis né, j'ai oublié de vous le mentionner, comment j'ai commencé ma vie. Je suis né 24 heures, ça a pris 24 heures d'accouchement. Je suis le seul pour lequel ma mère a dû être endormie. Une semaine plus tard que prévu, je suis né par le siège et le cordon autour du cou. Je voulais juste pas avancer. J'étais sur le gros frein. Alors, j'ai consacré ma vie à être en accord avec le mouvement. Le principe de la vie, ce n'est que du mouvement et de l'impermanence. Les gens l'oublient. On essaye de se faire des REER. C'est bien beau être prévoyant, mais on n'a pas de garantie. La vie rit de nous autres. On m'a déjà dit ça et je suis bien d'accord. C'est beau, ça. Bref, c'est comme, là, ton histoire, là, c'est vraiment comment tu as fait face sans arrêt à l'anxiété, sans arrêt, tout au long. Là. C'est comme là, tu nous as résumé ça, mais dans le fond, ça concite beaucoup comment tu as réattaqué l'anxiété plutôt que de l'éviter. Complètement. Et d'ailleurs, je suis porte-parole d'un organisme qui s'appelle Phobie Zéro depuis 2 ans. OK, bon. Et j'ai écrit un bouquin en 2014 sur ce que j'ai vécu, tout ce que je viens de vous raconter. Okay. Ça s'appelle « Guérir à gorge déployée ». Okay. Ça s'est super bien vendu. Je suis allé dans les salons du livre. J'ai vu, là, ça m'a confirmé ce que je recherchais, l'authenticité. J'ai vu des gens au salon du livre ou dans les conférences que je donne. C'est un vrai. Il n'y a pas de bullshit. Là, que, hey, moi, mon père m'a pas aimé ou ça, ou ma soeur, puis l'alcoolisme, puis c'est ça, puis on a... Vrai. Il n'y a pas de « Allô, comment ça va? Allô, qu'est-ce que tu fais? » On n'est pas dans ça, là, dans du vrai. Okay. Fait que ça donne tout de suite des rapports, ça atteint des rapports d'authenticité. T'es pas dans la bullshit, de juste le vernis. Puis c'est correct, ça va bien, mais on peut pas passer sa vie à dire « Allô, ça va bien? » C'est assez plate, ça, comme rapport humain. C'est ça, j'allais dire. Ben oui, c'est plate. Fait que, donc, j'ai écrit ce bouquin-là, tout ça, puis qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, c'est ça, j'ai appris à faire face.
Parce que ce qui revient fréquemment, ça m'a été confirmé, c'est que par rapport à l'anxiété, qui est un mal répandu et très courant, les gens ont la stratégie d'évitement. La présidente et fondatrice de Phobie Zéro, Marie-André Laplante, m'a raconté qu'avant qu'elle fonde l'organisme, qui a 25 ans maintenant d'existence, elle avait... Son cercle d'amis était disparu. Il ne lui restait qu'une personne de confiance qui lui faisait son épicerie et tout ça. Et cette personne-là lui a dit, écoute Marie-André, si tu ne fais pas un premier pas pour essayer de t'en sortir, moi-même, je vais te quitter. Et la première chose que Marie-André Laplante a dû faire, c'est sortir sur son balcon. Elle était confinée. Autrement dit, la stratégie d'évitement consiste à se mettre dans l'œuf. Tu sais, quand on dit être confiné dans l'œuf, et les parois de l'œuf augmentent, puis toi, tu as de moins en moins d'espace, puis tu es en train de te tuer dans l'œuf. Le principe de la vie, tu regardes un oiseau, un reptile, n'importe quoi, un papillon, tu sors de ta coquille, tu sors de la chrysalide. Alors, regarde ce que la nature te dit. Elle dit, tu as vécu dans un espace, dans certaines limites, tu es appelé à les dépasser, à grandir. C'est le propre de la vie, c'est l'impermanence. Il n'y en a pas de choses permanentes dans la vie. Tout est, regarde les atomes, tout bouge. Fait que je sais pas pourquoi, quand on nous parle de politique et de garantie, c'est des illusions de penser qu'on a le contrôle. Illusion, on n'a pas de contrôle. On peut maîtriser, on peut faire des choix, mais de penser que tu vas contrôler, t'es dans la merde. Tu te leurres complètement. Puis beaucoup de gens sont dans l'illusion. Mais là, c'est ça. Là, tu nous expliques un peu là, pour l'arrière-scène, si tu veux, de ta vie. Hein? C'est comme c'est pas quelque chose là, dont on parle tout le temps, là, tu sais. Puis ton discours est très authentique, puis tu nous partages tout ça, puis c'est comme une trame générale de tout ce que on a dû vivre. Hein? Puis c'est un peu ça le thème ici, là. Qu'est-ce que les artistes vivent, puis tout ça, puis ça, c'est ton histoire. Ouais. Mais là, c'est parce qu'il faut comme un peu se rappeler que tu es dans le show business là, pendant tout ce temps-là. Oui. Qui est pas basé là-dessus. Là. Fait que là, c'est comme... Qu'est-ce que tu as fait là, pour gérer ça? Parce que là, tu nous parles de ça. Enfin, ah oui, braver ses peurs. Il est donc connecté. Oui, mais c'est parce que là, il faut comme travailler, là. Puis tu travailles pas comme... Tu sais, je veux dire, quand tu travailles dans une banque, ben, il faut que tu mettes ton sceau de banquier. Puis tu sais, je veux dire, on a une image sociale. Puis je veux dire, moi, je dis pas c'est bien, pas bien. Je m'en fous, là, ce qui est pas bien. Mais... on a quand même une job à faire. Puis là, en plus, toi, c'est une job où il faut montrer des choses, être très loud, tu sais. Zéro stabilité. On est dans le show business, là. On est dans la performance, on est dans Sois aimé. Comment t'as comme deux trames, tu sais, pour reprendre un peu ton thème, dans deux polarités différentes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour concilier tout ça, là, au niveau carrière, au niveau job? Parce que ça a dû te faire... C'était confrontant à bien des égards parce qu'effectivement, j'étais beaucoup dans les paradoxes. Je parlais d'illusion, j'ai choisi un métier d'illusion. Tu sais, les gens vont voir un show à la télé, tout ça, hey, c'est le fun, puis comment les artistes, puis une vedette, puis puis on est tous des millionnaires, puis sur les tapis rouges. Non, ça arrive des fois, là, les tapis rouges, mais il y a tout l'envers de la médaille. Fait que, oui, c'est un beau métier, c'est très valorisant, c'est très euphorisant pour l'ego, c'est très le fun, puis d'être aimé, d'être applaudi, mais ça dure un temps. Mais par ailleurs, il y a tout à apprendre du texte, la précarité de l'emploi, on n'a pas d'assurance chômage, on est 8000 à Montréal, ça joue du coup, tu sais, plus tous les déséquilibres chacun, parce que tout le monde va être aimé, tout ça, la peur de vieillir, la peur de ne plus être dans le coup, la peur d'être tassé, faire preuve de leadership, d'initiative, ça je le découvre, aujourd'hui je le redécouvre, j'ai un côté leader, mais que j'avais mis un peu sur la voie de service parce que je voulais être aimé, pas trop dérangé. Fait que j'ai dû... comment dire, parallèlement au fait que je retrouvais mon équilibre puis que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est d'ordre psychologique, même je dirais physique quantique, ésotérique, rationnel. J'ai tout lu ça, j'ai tout exploré, tout ça. Ça me passionnait. Mais parallèlement à ça, le show business, je me disais, mais voyons, la nourriture, j'aime jouer des personnages, mais j'ai dit, mes collègues de travail, je les trouvais bien avares de leur, c'est-à-dire dans le privé ou dans l'intimité, oui, mais dans la collectivité, ça se résumait toujours. Allô, comment ça va? Allô, qu'est-ce que tu fais? Allô, ce serait le fun. Allô. On fait quoi bientôt, là? On se voit. Il faudrait qu'on mange. Je schématise, mais c'est donc bien superficiel. Mm-hmm. Les conversations dans la sphère publique, là. Futile. Ouais. On peut être utile plutôt que futile, tu sais. Puis, je me suis dit, ben voyons, ça me nourrit pas assez, moi, ça. J'aime jouer, j'aime me confronter. Moi qui avais peur des conflits aussi, ça m'est arrivé, j'ai une grande gueule, vous savez, puis
les réseaux sociaux, tout ça, j'ai fait, on peut-tu être authentique? C'est pas vrai que tout est nice, tout est fin, tout est cute, tout est joli. Parce que les gens se protègent. On vit dans un monde de survie. Les gens veulent pas se commettre, veulent pas perdre de job, veulent pas perdre la face, tout ça. Mais j'ai déjà sais, pour avoir donné les conférences, qu'en arrière du vernis, puis tout ça, il y a des gens vrais qui ont des blessures, qui ont des failles ou des choses moins glorieuses, des zones de vulnérabilité. Je dis, mais c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on le cache? C'est quoi cette affaire? Je dis, oui, c'est correct d'être bien dans sa peau puis de bien se présenter, c'est correct. Mais c'est pas ce résultat-là, c'est pas garant d'équilibre, de bonheur puis qu'on est plus, qu'on vaut plus. Ça veut rien dire. Fait que, bref, j'étais frustré de ce manque d'authenticité-là, puis je devais jongler avec, paradoxalement, une zone de vernis de superficialité puis un désir de grande profondeur. As-tu des amis dans le milieu? J'en ai beaucoup. Est-ce que, là, tu dis que tu as emménagé à la campagne? Oui. Est-ce que tu es plus rendu à une étape où tu fais tes affaires, tu vas sur le plateau, après ça, ciao, bye, on fait la cassure, puis je retourne à ma petite vie, ou tu es capable d'être encore dans... C'est pas tout blanc, tout noir. C'est, tu sais, je vais à beaucoup d'événements, je vais à des premières, je vois beaucoup de monde, je travaille, j'aime beaucoup de monde, vraiment. Mais les gens me connaissent de plus en plus, ils savent que je, tu sais, j'ai pas, on niaisons pas, puis j'accumule plus. Moi qui ai beaucoup accumulé dans ma vie, je me suis autorisé à faire de l'espace, donc à pas accumuler. Ça, c'est le principe de l'anxiété aussi. Tu sais, les gens qui se sentent étouffés, là, encombrés, fais le ménage au fur et à mesure. Dis-le ce que tu as à dire. Accumule pas, attends pas. Ouais, mais t'as coup que... Ça, j'entends beaucoup ça. Ouais, mais je devrais-tu... Oui, tu le sens, vas-y. Attends pas, vas-y. Ouais, mais c'est parce que... Ouais, mais c'est pas... Au Québec, on est fort là-dessus. Ouais, mais... La chanson, là. Ouais, mais je sais pas... Ouais, mais tu penses... Ouais, mais cette toune-là est un petit plate. On va changer de toune. Fait que, tu sais, y aller directement à... Puis tu vas apprendre de quoi, tu sais. Fait que, donc, mon métier, pour moi, c'est des rencontres. Et j'ai réalisé que la chose... Une des frustrations les plus grandes, puis qui venait... La colère venait avec ça, c'est que toute ma vie, je reviens au fossé initial dont je vous parlais, c'est que mon désir profond et fondamental, c'est d'avoir des rencontres, des rendez-vous. Et que j'avais l'impression, j'étais frustré et en colère parce que j'avais une forte impression de rendez-vous manqué. Ah oui. Même si j'étais gâté à bien des égards, j'ai toujours travaillé, mais que plus fondamentalement, j'ai faim de rendez-vous, de vrai, puis d'aller puiser, puis que je pouvais pas me contenter juste de « mon convolant en surface ». Non, ne me tente pas, c'est correct. Je suis pas élevé, c'est pas une affaire d'être élevé, mais c'est d'être vrai. J'ai rien à faire, moi, de m'enfarger des fleurs du tapis, de parler du beau temps. Comme je dis, il fait très beau. C'est le fun, mais après 5 secondes, on a fait le tour. Oui. On reste pas là. Ben non, c'est plate. Il est-tu beau, l'hôtel? Hey, l'hôtel, en tout cas, c'est ça. J'ai vu une robe l'autre fois, elle était en vente, c'était le fun. Oui. Et? Ouais, c'est mais en parlant de conversation, des fois, je m'amuse beaucoup à écouter les gens. Ça m'arrive des fois de manger seul au resto. Puis j'entends... Et puis j'entends des conversations, mettons, de table, où en tout cas, mettons sur l'heure du lunch, les gens qui sortent du bureau et qui vont dire « En tout cas, Janine, j'y ai pas dit, mais je pense qu'elle l'a senti. » Dis! Je pense qu'elle l'a senti. En tout cas, je me comprends. Non, va y dire. Elle a le courage de faire face. Je me comprends. Je me comprends. Ça, c'est une défaite, ça. Ben oui. Je me comprends. Non, peut-être tu te comprends, mais l'autre ne perçoit... Les messages que tu envoies à l'autre, tu aurais intérêt à les envoyer clairement. Ça demande du courage, bien sûr. C'est pas facile, ça fait peur, ça dérange. Faire face demande du courage. Feu Guy Corneau, qui était un ami, qui était devenu un ami, il me disait que en parlant de réponses, quand je lui disais qu'au départ, j'avais des réponses, beaucoup de fuites puis de me cacher, il disait que par rapport au danger, qu'il soit réel ou fictif, les animaux, ont 3 types de réponses. La fuite, la paralysie ou faire face. Et on retrouve ça chez l'être humain. Puis moi, je me dis, j'ai beaucoup fui dans la drogue, dans les illusions et tout ça. J'ai beaucoup paralysé, j'ai figé, j'osais pas répliquer. Mais maintenant, je cultive le type de réponse, c'est faire face. Et même, plus que répondre en faisant face, même initier des affaires. Avancer, débroussailler, puis aller vers l'inconnu, carrément.
D'où le leadership que tu Oui. dis, comme là, je remets ça de l'avant. Là, Ah, complètement, complètement. leadership. Dans le milieu artistique, souvent acteur et tout ça, on est dans les auditions, on Ouais. performe, on se croise les doigts. Ouais. Le système fait en sorte qu'à un moment donné, je fais ma meilleure audition, là, c'est pas mal Exactement. ça. Ouais. Puis là, mais il y a d'autres façons de développer sa vie artistiquement, il y a plein de façons, mais ça prend des nouvelles skills, de pas juste répondre à une attente le mieux possible. Exactement. Un client en levant la main. C'est ça. C'est ça, là. C'est ça, tout à fait. Choisissez-moi, est-ce que je suis dans les élus? À un moment donné, c'est correct un temps, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je me suis rendu compte que je remettais mon pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Ouais. C'était pas toujours conscient. Puis là, j'ai dit, ben écoute, il y a du pouvoir, pas du pouvoir, dans le sens du pouvoir voir. J'ai une capacité de voir, de mise en perspective. Donc, je vais me réapproprier, je vais développer des nouveaux outils, des habiletés, puis tout ça. Puis je vais initier, je vais me donner le terrain de jeu que j'aurais envie. Puis c'est sûr qu'on vit dans un monde conditionné par justement la performance, les résultats financiers, le financement, le manque de financement et tout ça. Je dis, ben, on va créer des nouveaux outils. Je vais cogner aux portes, puis c'est ce que je fais. J'ai aucun problème à contacter du monde. Ça marche pas. Et ce que je constate, c'est un exercice que je trouve très instructif. À quel point, en parlant aux producteurs, réalisateurs, aux diffuseurs, il y a vraiment des conditionnements, des réflexes, des façons de faire, des méthodes qui sont inscrites. Alors, par exemple, tu vas être face à quelqu'un qui a une permanence. Ce ne sera pas la même chose qu'un travailleur autonome. Et le type de réponse ne sera pas le même. Puis tu sens dans l'œil de la personne, dans le type de réponse, que la personne répond à un mandat ou je sais pas quoi. Mais je dis, OK, je comprends ta réalité, mais moi, je ne suis pas là-dedans, puis je veux trouver une porte. Je cherche des portes, ouvrir des portes. Donc, comment est-ce qu'on peut, comme disait Leonard Cohen, tu sais, dans toute craque, il y a de la lumière, là. La craque. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Pas la façade, le mur, la craque, la fissure, pour ouvrir l'œuf, se déployer. Si tu fais juste me dire, c'est pas dans mon truc de compétence ou dans mon... que je vais te rentrer dedans, ou je vais te le dire, parce que c'est pas une réponse qui m'intéresse du tout. La fameuse bureaucratie. Ben moi, je peux pas, mon ordi me laisse... Hey, on peut-tu... Je dirais... Mais une question en terminant, là, il nous reste combien de temps? Environ 5 minutes. Parfait. On a du temps. J'ai une question, puis après ça, je vais te laisser, Guillaume, si tu as d'autres questions. Combien de temps ça t'a pris à aller chercher ce leadership-là, à te dire, j'ai le droit d'aller cogner aux portes? Combien de temps tu dirais, là, vite de même, là? Tu l'as-tu déjà eu? Puis elle partait, elle revenait, tu l'as-tu comme eu à temps partiel? La colère venait de là aussi. Je savais, puis comme je voulais pas te déranger ou être aimé, c'est comme si je refoulais ça. Mais il a fallu que je gère d'abord toute l'anxiété, puis j'essaie de traduire, puis bon, tout ça. Mais depuis, je dirais, 2010, j'allais déjà bien, ou relativement bien. J'avais beaucoup éclairci toute la question de l'anxiété. Mm-hmm. Mais là, c'est la nécessité, il y avait une nécessité, un besoin supplémentaire, tu sais, d'où l'idée de déménager, de chercher un ancrage, la nature, retrouver ma nature, et j'ai fait leadership, OK, je ne vais pas attendre... Je suis frustré. Il y a des affaires, j'attends, puis ça se passe pas. Fait que j'initie. Je fais, OK, on va prendre les devants. OK, on va trouver des nouveaux outils. Il y a plein de nouveaux leviers puis d'outils qui se présentent à nous maintenant. Le monde de la télé, la télé, on va parler du cinéma, change beaucoup. Et je me dis, on va prendre la balle au bon, puis je vais... OK, des podcasts, justement. Oui, t'en parlais. Oui, une chaîne YouTube, je m'en vais vers ça. Moi, je fais comme des clics, dans le monde des clics. Publicitaire, allez, venez-vous-en. Parce que si on me dit non, parce que c'est pas dans notre mandat, moi, je vais m'en créer un autre mandat. Ça va être ça. On est en 2018, on n'est pas en 1968. En terminant, parce que là, c'est comme un premier tour, là, d'apprendre à te connaître, tout ça. Si nous, on aimerait te réinviter. Hey, tabarouette, moi, je dis oui tout de suite. En terminant, je veux savoir, là, avec tout ça, là, toi, tu sens que tu es rendu où là, actuellement dans la vie? C'est quoi tes priorités? C'est quoi tes projets? En quoi c'est cohérent avec tes rendus? Prochain épisode. J'ai à peu près une quinzaine de projets en chantier. Okay. Ça va autant pour le théâtre. J'ai écrit le premier jet de mon show solo que j'ai commencé à travailler. J'en ai parlé pendant 5 ans. À un moment donné, je me suis assis, je l'ai écrit. Puis là, j'ai 2 conférences en chantier, des projets web, plusieurs projets pour la télé. Je veux voyager. Je vais avoir 57 ans. J'ai minimum encore 25 ans devant moi. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Mais je sens que je vais vivre assez vieux
Dans la mesure, pas parce que j'ai peur de la mort, j'ai pas peur de la mort, pas du tout. Prochain sujet. J'ai pas peur de la mort, j'ai vu mon père mort dans une boîte là, avant qu'il soit incinéré. J'ai pas peur de ça. J'ai pas aucun problème avec ça. Pour moi, non, j'ai trop de choses à faire. La vie commence à 57 ans. Elle n'est pas finie. Je suis pas à ma retraite, là. Pas du tout. Arrêtez ça. Envoyez-moi pas de chèque. C'est drôle, hein? Tu parles de ça, puis il y a eu beaucoup d'invités qui sont venus ici, qui sont plus jeunes, tu sais, puis il y a beaucoup d'anxiété de hey, « là, faut que j'existe », là, tout le kit, puis ça commence, puis c'est super stressant, puis c'est comme... Oui, je comprends. Mais Jeanne Lousteau, qui était une de mes amies, elle m'avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Elle dit, moi, là, à 88 ans, je me suis aperçu que je commençais à être vieille. Mais avant ça, je le savais pas, ça, cette affaire-là. Wow. J'étais comme, ouais. C'est formidable. Puis elle dit 50-60 ans, là, c'est là le best, là. Elle dit, parce que là, tu te connais assez, tu sais c'est quoi du niaisage, tu sais c'est ces mots, tu sais c'est quoi du niaisage, cher, pis ça, on n'a pas besoin. Tu sais c'est quoi du niaisage, mon petit Guillaume? Exactement! Wow. À 88 ans, mon petit Guillaume. Je suis dans mon Land Rover, on s'en va au restaurant, ouais, hein? Ouais, on va passer à ça. Elle est décédée à 95 ans. Ah non, plus que ça. 95, on a... Ah oui? Non, excuse-moi, 80... Attends une minute, on a 40 ans de différence. Elle est morte l'an passé. 97? Elle avait donc 96. 96, OK. Ou 95, en tout cas. Donc, en tout cas, elle a été âgée pendant 8 ans. Ben, c'est ça, elle s'est sentie plus vieille pendant 10 ans, mais c'est vraiment... Ah, c'est beau, ça. On est beaucoup dans le culte, ça, c'est comme, faut être jeune, mais c'est pas exactement comme ça marche. Là, je peux dire que je commence à être tanné de ça beaucoup, parce que c'est correct de prendre soin de soi, tout ça, mais c'est pas vrai que le corps... C'est une enveloppe, c'est comme un Tupperware, Chris. C'est ce qu'il y a en dedans qui est bon, c'est pas le contenant! Non, mais pas juste. Ça dépend. La lasagne à ma mère était très mauvaise, fait que. Ah, ben à ce moment-là, Je pas pas très bon. Ça peut pas finir. À ce moment-là, ça finira pas, mais je te confirme, ça finira pas là-dessus. Mais tu sais, c'est vrai, il y a du monde de 65 ans qui sont. J'ai un homme à mon gym qui est plus en forme que moi, là. Oui. 65. Fait qu'on peut-tu aussi, dans notre industrie, les writers, là, le nombre d'épisodes aussi sur Netflix, que je vois que c'est un comédien ou un humoriste déchu. On dirait qu'en humour, on a moins ça. Par contre, plus tu vieillis, tu sais, un Louis C.K., ça prend 15 ans à... Mais on dirait qu'en les acteurs... Une actrice à 40 ans, c'est fini. Mais ça, je pense que ça va commencer à changer dans la foulée de MeToo, puis ça, puis des espèces de critères de marde que t'es dans la voie. C'est pas ça, la vie. L'espérance de vie, t'es au moins jusqu'à 85 ans. Fait que les histoires de... à 35 ans, t'es trop vieux ou trop vieille, là. Fuck you. Merci. Ça, c'est le mot de la fin. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup de ta transparence, de ta générosité. C'est un grand plaisir. Et merci. Tu es déjà réinvité. On va booker ça prochainement. Et avec plaisir. T'as une carte chouchou. Absolument. Ouais, c'est la première qu'on donne. Moi, je la donne de ma part. OK, parfait. Bon, ben, hey, content d'avoir co-animé ça avec toi. Merci, Guillaume. Merci. Maxime, toujours un plaisir à la réalisation. Oui. Chuck, le mot de la fin. Merci, Patrice, pour ton ouverture. T'as raconté ton parcours. On était, je pense, tous scotchés à ce que tu disais. Oui. C'était vraiment fascinant. Vraiment, merci. vraiment fascinant. Et le café est excellent. Ça, j'en ai pas parlé. Voilà. Auditrice, auditeur, allô. Je voudrais remercier en fait tous ceux qui se sont ajoutés récemment sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. C'est sur Facebook en fait qu'on met toutes les nouvelles mises à jour et récemment on a eu des belles nouvelles concernant certains événements où est-ce qu'on va faire des prestations live, où est-ce qu'on va faire des enregistrements live. Donc, si vous voulez savoir où est-ce que ça se passe, si c'est proche de chez vous, si vous voulez nous dire bonjour, ça se passe sur Facebook. Merci à tous ceux qui mettent 5 étoiles et le mot et tous ceux qui passent le mot et qui en parlent à tout le monde. On l'apprécie grandement. Si je peux me permettre. Vas-y. Je le disais je vais commencer à le mentionner un peu plus. J'ai beaucoup de demandes sur stratégie de communication. Guillaume, y a-tu des techniques, etc. Oui, absolument. Il y a des ateliers que je donne très spécialisés sur comment augmenter la qualité des relations, stratégie de communication, etc. Donc, soit vous pouvez venir physiquement, soit si vous ne pouvez pas être là physiquement, j'offre la possibilité d'être là en virtuel. Donc, c'est ouvert pour tout le monde. Checkez sur mon site web, communicationpsychom.com. Tous les renseignements sont là. Page Facebook aussi? Facebook, Guillaume Psychom. Oui, absolument.
Merci infiniment. Puis moi, je suis en spectacle quelque part un moment donné. AlexandreDuvaillon.com. Il est en spectacle. Je suis en spectacle. C'est ça ma job. Puis Guillaume s'occupe de trucs plus cérébral. Et moi, je vous fais. Ouais, non, j'ai manqué. Là, j'ai manqué de mots. Et profitez bien des soldes. Merci encore une fois, Patrice. J'ai vraiment. Tu l'as vu dans mes yeux, je pense. J'étais comme tabarnak que je me vois. On s'en parlera à la deuxième heure. Sai, répète pas ça, mon chum. OK.